Et bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Wikirao Extended, un de plus, et je suis content. Alors, pour Twitch, je t'accueille ce soir, l'ami Yota, merci de venir. J'espère que t'es toujours en ligne, parce que bizarrement, Twitch m'a... Ah oui, c'est parce que t'es sur Kik, d'accord. Et je crois que quand je réponds sur le chat, ça ne répond pas sur Kik, si je ne m'abuse. Et c'est un petit peu chiant, donc je vais devoir te répondre en vocal. En tout cas, bienvenue à toi. J'espère que tu vas pas être tout seul quand même. Ce serait dommage, mais enfin, moi, j'enregistre mon émission. Voilà. Donc, en attendant que d'autres personnes arrivent, voilà un petit en vrac sur ce que j'ai pu voir ces temps-ci avant de commencer l'émission et le dossier. C'est une nouvelle rubrique que je fais justement pour attendre un petit peu du monde. Alors, je vais commencer, ça va te faire plaisir Yota, par la nouvelle série de Ranma sur Netflix. J'ai pas encore vraiment donné mon avis public. Franchement, elle est très cool cette série. J'avais lâché l'anime à environ la moitié de la partie Netoen. Alors vous savez et surtout toi tu sais bien, que les premiers épisodes de Ranma, c'était la série juste Ranma 1,5. Puis à partir de l'arrivée de Shampoo, à peu près quelque chose comme ça, c'est devenu Ranma 1,5 Netoen. Ranma Nibunoichi Netoen même, pour être tout à fait exact. Et Ranma Nibunoichi Netoen, j'avais arrêté à peu près à la moitié parce que je trouvais que ça tournait pas mal en rond et puis il y avait quand même une baisse drastique de qualité. C'est-à-dire qu'autant les premiers épisodes pas Netoen de Ranma 1,5 sont quand même bien sympathiques et plutôt bien dessinés, plutôt ça accroche, t'as envie de voir ce qu'ils veulent te proposer. Autant après Netoen, c'est de la soupe, c'est de la soupe. Il faut pas se mentir. Et du coup, j'avais décroché à la moitié parce que je ne voyais plus vraiment l'intérêt de... Ça tournait vraiment en rond, il n'y a rien qui évoluait. Et du coup, ce remake Netflix... Alors toi-même, tu me dis, Yota, aussi que c'est basé sur le manga et que donc, adieu les épisodes filler, adieu les épisodes qui n'ont rien à voir et adieu les épisodes qui brodent. Et tant mieux. Parce que c'était vraiment le gros problème de Netoen. Et j'espère qu'ils vont pas faire l'erreur de nous proposer de la quantité au lieu de nous proposer de la qualité. Enfin, en tout cas, c'est bien parti. J'aime beaucoup cette série. J'aime beaucoup cette version de Ranma. Alors ensuite, le deuxième... alors, c'est coup de cœur, coup de gueule, ça dépend, critique, on va dire, dont je veux vous parler ce soir. Et que j'ai vu aussi, c'est la série 3D de Gundam. Alors c'est un animé mais en style un peu réaliste. Du coup je préfère pas appeler ça un animé parce que ça a vraiment pas le style d'un animé. On est plus dans un truc en 3D à la Final Fantasy, quelque chose comme ça. Donc cette série de 3D de Gundam, c'est une bonne idée à la base. Alors au final, l'animation rend un peu raide. C'est-à-dire que c'est trop solide. Alors de là à dire qu'on a l'impression de voir plutôt de l'animation de figurines, il y a qu'un pas. Mais c'est vrai que c'est pas très fluide dans le sens où on sent bien que c'est de la 3D, on sent bien que c'est rigide, et ça peut être aussi ce que je peux reprocher à l'animation 3D. Une petite seconde, je règle quelque chose, parce que j'ai l'impression... Voilà, j'aurais dû le faire avant, mais j'ai bien sûr complètement oublié. Ne bougez pas. Allô? Voilà, très bien. Je dis allô alors que je suis en live, n'importe quoi. On disait donc normalement vous m'entendez de manière synchro et plus décalée. Et ça va être un petit peu mieux pour l'émission. Voilà, désolé, il faut que je règle ça tout le temps au départ, plutôt que de le régler après. Attendez, je regarde si j'ai des scopes. Oui, j'ai des scopes, c'est bon. Attendez, je fais un contrôle sur le retour parce que j'ai un doute. Voilà, c'est bon, ça marche, il n'y a plus de doute. Donc, j'en étais une bonne idée à la base, au final ça rend un peu raide. Et je suis toujours... Enfin, en fait, par rapport à cette... voilà, je recommence ma phrase, ce sera plus simple à découper quand je ferai les versions YouTube. En fait, mon problème avec cette série 3D de Gundam,
c'est pas le fait d'avoir du Gundam en 3D, parce que vu que c'est fait de manière réaliste, c'est un petit peu avoir un film plutôt qu'un animé. Donc j'aime bien le parti pris de ce Gundam 3D. Par contre, je suis toujours un peu gêné quand Zeon est présenté comme les gentils de l'histoire, en fait. Le truc, c'est que ça semble quand même se passer pendant l'Universal Century. Donc ça veut dire que l'Universal Century, et même ça semble se passer en plein pendant la guerre d'un an, qui est la partie de la série d'origine de Gundam. On vous en parlera, j'espère, un jour dans un spécial Gundam avec des invités de prestige. Ryu Doka et Yvon West, si vous m'entendez, que vous êtes sur le chat, bah voilà. Et ça semble... En fait, ce qui se passe, c'est que présenter le Zeon comme les gentils, ils ont quand même oublié beaucoup de choses par rapport à l'histoire de l'Universal Century et par rapport à l'histoire de la guerre d'un an. C'est-à-dire que, oui, Zeon aurait pu être présenté, entre guillemets, comme les gentils, mais entre-temps, la famille Zabi a fait un coup d'État et a viré le fondateur de la République de Zeon, qui était Zeonzum Daikun. C'est pour ça que ça s'appelle la République de Zeon. Et grosso modo, en virant Daikun et en faisant le coup d'État, ils ont créé une dictature militaire et ils ont quand même envoyé une colonie spatiale s'écraser sur l'Australie et ils ont fait 1 milliard de morts. Donc le truc, oui, je comprends que du point de vue de Zeon, ils peuvent se dire oui, on a été un petit peu trop maqués par la Fédération terrestre, donc on leur fait la guerre, nanana, c'est normal, mais voilà, ça me gêne toujours parce que dans la série, il n'explique pas non plus ça. Il ne les montre que comme finalement les victimes de la Fédération terrestre, en oubliant qu'en fait, ils sont sous dictature militaire et que cette dictature militaire en question a pas fait dans la dentelle pour être minimale. Voilà. Et donc, ça me gênera toujours. Surtout que voilà, il y a pas de, il parle pas du coup d'État des habits, de la famille Zabi, ni de l'opération British, qui était donc le lancer de colonies sur l'Australie et 1 milliard de morts. Ils ont mis un petit peu trop rapidement ce petit détail de l'histoire de Gundam et de l'Universal Century. Donc du coup, je suis sorti un peu mitigé en me disant ouais, ça peut le faire d'en refaire d'autres. Mais par rapport à ça, bof. Voilà. Alors, on va encore un petit peu attendre. Alors, tiens, pendant que j'y suis, je vais en profiter pour vous parler très rapidement de... Je prépare un dossier sur Giant Robot The Animation. Et je suis en train de revisionner. Alors, j'ai les laserdiscs que j'avais achetés au Japon. Et franchement, c'est vrai que déjà à l'époque, j'avais trouvé ça vraiment délirant. Mais je les avais jamais revus entre-temps. Je les avais jamais revus depuis. Et en plus, je les avais vus qu'en japonais pur. Donc là, je les re-regarde en sous-titré. Et franchement, plus j'avance... Alors, j'en suis, je crois, à l'épisode 4 sur 6. Et plus j'avance dans Giant Robot, moins j'aime Evangelion. Voilà, parce que, déjà, juste pour dire que les fins d'Evangelion, que ce soit la fin de la série télé, The End of Evangelion ou Evangelion 3.5, j'ai pas aimé. Donc, je ressors de là en me disant, j'ai cette impression d'avoir perdu mon temps à regarder, quelle que soit la partie d'Evangelion que j'ai regardé, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Et en plus, je m'aperçois que Evangelion ayant été fait après ces OAV de Giant Robot, j'ai l'impression qu'Hideaki Anno a été piqué à droite à gauche sur certaines scènes où je me dis voilà. Et pour le moment, je préfère très très largement ces 6 OAV de Giant Robot. Pour l'instant, c'est un banger, donc j'espère vous faire un dossier, peut-être pour janvier ou février. Je vais voir selon mon mood et selon ce que je peux avoir en stock. Et si j'arrive à terminer les dossiers, et je vous ferai un dossier spécial, certainement sur Giant Robot. Voilà, alors je bois un petit coup et on va pouvoir commencer l'émission à proprement parler.
N'hésitez pas à vous manifester sur le chat, s'il vous plaît, pour que je sache que vous êtes là. Eh ben, j'ai... Voilà. D'accord. Alors, voyons voir. Ah oui, t'es revenu sur t'es revenu sur Twitch. Du coup, Yota, bon ben très bien. Écoute, bah pour l'instant on va faire l'émission à deux jusqu'à ce que peut-être d'autres personnes viennent. Voilà. Mais sinon, bienvenue à toi. Surtout que t'étais là pour la version télé et j'ai hésité à te demander de venir pour les OAV. Mais bon, je voulais pas spécialement non plus t'imposer le truc. Mais merci de venir écouter l'émission. J'espère que ça va t'intéresser, surtout que t'étais avec moi pour la série télé. Donc c'est parti. Et donc l'animé pour cette émission, il est un peu spécial, car en fait il fait suite à l'épisode 2 de Wikirao Extended, qui était, si tu te souviens bien, consacré à la série Orgus. Alors si vous regardez la vidéo sur YouTube, allez voir l'intégralité de l'épisode 2, ou attendez éventuellement que je le découpe en mode condensed. Et bonsoir à toi. Alors attends, je suis désolé, sur le chat Restream, ton pseudo, il est un peu caché parce qu'il est en bleu sur fond bleu. Et c'est Arc-en-Ciel Phoenix. Bienvenue à toi, Arc-en-Ciel Phoenix. Alors je vois que c'est pas la première fois que tu commentes sur Dojindo, mais bienvenue sur... c'est la première fois que moi je te vois. Donc bienvenue sur Dojindo, la chaîne de la pop culture. Tu regardes Wikirao Extended, l'encyclopédie des animés. Et comme je le disais il y a quelques minutes, on va parler alors d'un animé un peu spécial puisqu'il fait suite à mon épisode 2 sur la série télé Super Dimension Century Orgus. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos-là de la série télé d'Orgus, je vous ai préparé une petite surprise en fin d'émission. Alors, sur YouTube, vous le verrez pas, parce que YouTube, la dernière fois que j'ai essayé de le mettre dans la vidéo régulière en parlant de la série télé, me l'a fait retirer. Donc ce sera complètement à la fin. Oui, merci Yota. Donc ce sera complètement à la fin. Mais normalement, vous devriez vous faire une bonne rigolade. Voilà. Donc, l'animé de ce soir, il s'agit de la suite de cette série nommée simplement Orgus 02 ou Super Dimensional Century Orgus 02, si on veut l'intégralité du titre. Alors, Orgus 02, c'est une série d'OAV de 6 épisodes sortie au Japon en 1993. Alors c'est encore une OAV qui n'est jamais sortie en France, mais comme la série télé de Orgus n'était pas non plus sortie en France, je pense qu'aucun éditeur ne s'est précipité sur ces OAV, malgré quand même une connexion assez plus ou moins évidente avec Macross, et donc aussi Robotech. Allez voir mon épisode sur la série télé Orgus, je vais en parler, je vais en distiller un petit peu aussi ce soir pour remettre tout dans le contexte pour que vous puissiez voir cette vidéo en mode un peu standalone. Mais n'hésitez pas à aller voir mon épisode 2 si vous voulez plus d'informations et plus de détails. On espère que comme pour la série télé d'Orgus, en fait Crunchyroll aura la bonne idée de mettre ça à dispo. Et il me semble qu'elle est disponible aux États-Unis, mais pas sur le Crunchyroll français. Et c'est vrai que je dis que la série télé n'était pas sortie en France, mais vous pouvez aussi la voir sur Crunchyroll. Allez voir mon épisode 2, j'explique tout ça. Voilà. Alors, je bois un petit coup et on va commencer par le pitch. Voilà, en vous mettant quelques slides de l'animé. Voilà. Alors... je suis dans l'obligation de vous pitcher un petit peu Orgus TV. J'espère que je vais pas trop spoiler. Normalement, ça ne va pas vous spoiler. Vous pouvez toujours aller découvrir ce qui s'y passe, notamment sur Crunchyroll. Alors, un pitch rapide de Orgus TV. Pour détruire un ascenseur gravitationnel indispensable à leurs ennemis, une escouade aéroportée est envoyée avec une bombe dimensionnelle.
mais le mauvais réglage de cette bombe va entraîner des conséquences catastrophiques à une échelle interdimensionnelle. Ah oui, pour Orgum 2, ouais, non, bah, c'est pas sûr ça quand même. Mais c'est vrai que des fois on se demande d'où ils sortent leur nom. Je pense que ça sonnait bien en japonais de dire Orgus. Je pense pas que c'est issu d'un vrai mot, mais va savoir. Alors, l'histoire d'Orgus 02, elle commence 200 ans plus tard, dans ce qui semble correspondre à une Europe pré-21e siècle, genre années 40, quelque chose comme ça. Les tensions entre les nations de Revilla et Zafran sont en train de tourner à la guerre ouverte. Dans l'éventualité de cette guerre, chaque nation tente de trouver des reliques d'il y a 200 ans. Alors, en vérité, c'est des mechas bien plus avancés que la technologie actuelle qu'ils ont. Et c'est éparpillé aux quatre coins du monde. Et ils appellent ça non pas des mechas ou des robots ou quoi, mais des armors. Voilà. Le jeune Lin, qui fait partie d'une équipe de ferrailleurs mandatés par l'armée, et à la suite, avec son équipage, d'avoir trouvé une armor dans un fond marin, se retrouvera embrigadé dans l'armée de son pays, qui finit par l'assigner à une mission secrète. Retrouver une jeune fille mystérieuse qui serait la clé pour comprendre la présence des armors. Donc voilà pour le pitch de Orgus. Ou Gundam dans son monde alternatif. Mais elle va falloir que t'expliques. Si c'est pas une blague explicite, voilà. Donc, le pitch, voilà. Alors, le pitch de Orgus, je l'ai fait très court, pour la bonne et simple raison qu'il y a que 6 OAV, et que si j'étends le pitch, je vous spoil. Alors, je vais vous raconter un peu plus de l'histoire quand je vais aborder les personnages principaux. En attendant d'abandonner. En attendant d'aborder les principes. En attendant d'aborder les personnages principaux, laissez-moi vous montrer. Alors, je vais pas vous montrer de ending parce que c'est juste du texte qui défile et les endings sont un peu bizarres. Par contre, il y a 2 openings. Alors, malheureusement, avec les mêmes images. Mais je vais déjà vous montrer le premier opening de Orgus. Alors, sachez une chose. Je détestais cet opening. Mais même les 2 openings, en fait, ça me cassait les oreilles parce que vous allez voir, il y a un côté très très dissonant. Mais franchement, comme dirait Daft Pakun, le matraquage faisant, au final, je les aime bien. Voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti pour le premier opening de Orgus 02. Et voilà pour ce premier générique de Orgus. Et tu as raison, Yota. C'est totalement dissonant. Mais justement, j'en suis arrivé, surtout en visionnant d'abord la série, de me dire... Mais en fait, c'est cohérent avec l'univers d'Orgus. Et je dis bonjour à Judith qui peut pas intervenir sur le chat parce qu'elle n'arrive pas à se créer un compte ou quoi, mais qui m'envoie des petits messages. T'inquiète pas, tout va bien du côté du bruit, il y a rien qui repisse dans mon micro. Et bienvenue à toi dans mon émission. Voilà. Donc je disais donc que c'est totalement dissonant. Ouais, c'est aussi bizarre que Iria Zeran, mais Iria, c'est très sympa, les chansons des Endonéamis. Ouais, mais tu as complètement raison, hein, mais justement, ma réflexion, c'était de me dire, mais finalement, Orgus, c'est un univers où il y a des dissonances de ouf. Et du coup, pour moi, cette chanson, même si elle est un peu dure à écouter, et comme je vous disais, hein, il m'a fallu un matraquage pour que je me dise, finalement, j'aime bien. J'ai analysé le fait que mon cerveau analyse partie par partie, les petits coups de cuivre à gauche, la petite nappe de synthé à droite, etc., au final, je trouve chouette, même si le mélange était compliqué à apprécier, au final, ça a fini par marcher avec moi. Au final, j'aime bien ce générique, mais j'étais comme toi, Yota. Je trouvais que c'était le pire générique d'animé. Bon, c'était avant que j'entende le deuxième générique de Mashle. Mais sinon, je trouvais que c'était le pire générique d'animé. Et tu peux aussi le prendre comme ça. Je comprends parfaitement les gens qui prennent ça comme ça.
Dissonance. Est-ce que j'ai une gueule de dissonance? Je ne vais pas répondre, Yota. Et par contre, bah, vous verrez pour le deuxième générique que je passerai à la place du ending, enfin, ou des endings, c'est pas mieux, en fait. Ils n'ont pas corrigé le problème. Et je pense que c'est fait exprès. Mais même de toute façon, toute la bande-annonce paraît un petit peu dissonante comme ça. Et c'est. Alors que la première bande-annonce. Enfin, la première annonce, en fait, pas du tout les bandes-annonces. Les soundtracks d'Orgueuse 02 paraissent dissonantes aussi comme ça. Sur la série télé, vous vous souvenez, c'était Kentaro Haneda qui les avait fait. Et en fait, il a repris pas mal de thèmes de Cobra dedans. Et du coup, ça faisait un peu moins original que ça. Après, est-ce que être original, c'est tout en bien? Allez savoir. Donc maintenant, on va passer aux persos principaux. C'est vrai que malheureusement, sur le pitch, je peux pas trop vous en dévoiler tellement... en fait, il faut que vous compreniez que sur 3 épisodes, ça met à peu près 3 épisodes à mettre l'intrigue. Et malheureusement, c'est la moitié de l'OAV. Donc si je vous en dis trop, c'est cuit. Ils n'ont rien fait pour essayer de gagner un peu d'argent sur la production. Une chanson comme ça n'aide pas. Bah, en fait, ça dépend. Il y a des gars qui peuvent dire « Ah ouais, c'est trop original, la lalo ». Et du coup, apprécier l'originalité de la chanson. Mais c'est vrai que si tu ne tiens pas compte vraiment de l'originalité de la chanson, tu dis « Qu'est-ce que c'est que ça ouais. C'est quoi ce truc ?» Et effectivement, bon ben... Ça, comme tu dis, ça n'aide pas. Alors, on passe tout de suite au perso. Alors, notez un truc important. Alors, je vais faire apparaître le premier perso. Donc, les persos principaux. Notez que si les habitants de Revilla parlent japonais, en fait, ils parlent la langue dans laquelle vous regardez l'animé. Si vous regardez une version en doublé anglais, ils vont parler anglais. Si vous la regardez en VO, ils vont parler japonais. Voilà. Alors que Zafran, ils ont leur propre langue. Et c'est un truc inventé, un petit peu comme les Antradis dans Macross. C'est important de le souligner parce que du coup, ça met une ambiance où tu comprends que les habitants de Revilla qui se retrouvent à Zafran, s'ils parlent pas le zafranais, ils ne captent rien. Et ça, c'est plutôt une bonne idée et c'est plutôt... alors j'allais dire, c'est un petit peu le truc du réalisateur de faire ça, mais non, parce que c'est pas Nobuo Ishiguro qui a réalisé. Mais enfin, c'est une bonne idée d'avoir fait ça parce que ça met une sorte d'ambiance supplémentaire intéressante. Et sur ce, je vais vous parler de Lynn immédiatement après un petit coup de... Alors, on va commencer par... c'est un peu le perso principal, on peut dire. En tout cas, le perso principal masculin, il s'appelle Lynn. Alors d'abord, ferrailleur. En fait, Lynn se verra contraint de s'engager dans l'armée de Revilla, qui lui confiera la mission secrète de retrouver une jeune fille mystérieuse. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit un petit peu avant. Je vais vous en dire un peu plus sur Lynn en vous parlant à travers d'autres personnages. Et je vais tout de suite passer au personnage numéro 2. Bon, Lynn, c'est l'archétype du gars d'animé shonen, un petit peu qui s'énerve un peu facilement, qui fonce un petit peu tête baissée, etc. Donc c'est pour ça que il n'y a pas trop grand chose à dire sur lui pour le moment. Je vais passer au perso suivant. Donc le perso suivant, c'est Nataluma. Alors c'est la fameuse jeune fille mystère. Elle apparaît que à partir de l'épisode 2. C'est pour ça que aussi le problème du pitch de Orgueuse 02 est un peu dilué sur toute l'OAV. C'est pour ça que le fait de vous parler de choses, si je vous en dis trop, ça peut vous spoiler des choses et ce serait dommage de vous spoiler les choses en question. Et c'est pour ça que c'est un dossier un petit peu compliqué à mettre en place. Donc, elle apparaît qu'à partir de l'épisode 2. Alors, ils s'aideront mutuellement pour s'enfuir de Zafran. Je vous explique ça avec le prochain personnage. Ils ont été obligés... parce que forcément, Lynn est partie en mission pour l'armée chercher Nataluma dans
Alors, au pays de Zafran, au pays de Zafran. Voilà, je sais pas si c'est un pays, un continent, une alliance. Je crois que c'est un pays et que il y a Zafran et Revilla et d'autres pays qui sont alliés à l'un ou à l'autre selon le contexte, dont on parle pas forcément énormément en dehors. Voilà, donc on va dire c'est le pays de Zafran. Ils vont être donc dans une situation de s'enfuir de Zafran. Alors, elle semble la clé pour éviter une catastrophe apocalyptique qui pointe à l'horizon. Et ça aussi, ça va être dilué au fur et à mesure dans les épisodes. Et il faut savoir que sa nature est directement liée à Orgus TV, à la série télé d'Orgus. Et là, je ne peux pas vous en dire plus, sinon, c'est des liens que vous allez les faire et ça risque de vous gâcher. Parce que c'est un lien qu'on apprend que vers l'épisode 3-4. Hein. Du coup, ce serait dommage de vous le spoiler. Alors, perso suivant. Je suis désolé pour les petites pauses, c'est que maintenant que je fais les versions condensed, c'est-à-dire spécialement découpées pour YouTube de l'émission, du coup je pense à faire des pauses pour découper correctement l'émission, parce que là sur l'épisode 1 sur Votoms, ça a été du sport, hein, et j'ai pas terminé encore. C'est du sport de faire les découpes sur Votoms, donc là je m'arrange un peu pour être fluide quand je m'occuperai de faire les versions condensed. Veuillez... pas désolé pour la gêne occasionnée. Voilà. Alors, le lieutenant Manning. Alors d'abord, il est envoyé pour réquisitionner l'armor trouvée par l'équipe avec laquelle bosse Lynn. Il le persuadera de s'engager avec lui dans l'armée suite à une catastrophe qui va arriver. Alors malheureusement, celle-là, je vais vous en parler, sinon je peux vous parler de rien. Et l'émission va pas être très intéressante. Donc... lui-même, en fait, il se verra confier la mission d'espionner des excavations mystères de Zafran, et notamment une qui paraît particulièrement gigantesque. Mais il se verra aux grandes dames dans l'obligation de laisser Lynn et Nataru... Pardon. Il se verra à son grand dame dans l'obligation de laisser Lynn et Nataruma s'échapper tout seuls de Zafran. En fait, ce qu'il a vu sur le site d'excavation devant être reporté le plus vite possible à l'état-major. Donc en fait, le lieutenant Manning, il va juste pour faire des repérages, des petits espionnages et tout, et il tombe sur un truc, déjà, il se fait griller, alors qu'il parle couramment le zafranais, mais il se fait griller quand même. Ça fait qu'il doit s'échapper, et en plus, ce qu'il voit devant lui... eh ben, il se dit, il faut aller rapidement à l'état-major. En fait, il essaye d'aller chercher Lynn et Nataruma, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils étaient sur un toit pour pouvoir être chopés par lui ou pour pouvoir choper sa méca pendant qu'ils prennent la poudre d'escampette. Seulement, le toit se fait démolir par un laser. Et du coup, ils sont plus ou moins dans les décombres, et Manning n'a pas le temps de se poser, d'aller les chercher, de les prendre et repartir. Celui, il est poursuivi par Zafran, et il a vu un truc vraiment trop important pour ne pas que ce soit rapporté tout de suite ou pour qu'il soit tué dans l'opération. Donc, il est obligé de se barrer, et il dit à Lynn, il va falloir que tu sortes tout seul d'ici. Je peux pas, je viendrai éventuellement te rechercher si je peux, mais là, c'est pas possible. Voilà. Donc Manning, mais Manning n'est pas un psychopathe qui se dit tout de suite vas-y je m'en fous. C'est juste il voit qu'il n'est pas en capacité d'aller chercher Lynn et Nataruma et il se dit non là c'est trop important, tant pis. J'agis quand même comme un militaire. Il y a ma mission, j'agis quand même. Là je peux pas faire autrement que de faire passer ma mission d'abord et je le fais. Et donc il laisse Lynn en lui disant ben tire-toi comme tu peux. Voilà pour le lieutenant Manning. Personnage suivant. Alors malheureusement oui, c'est un petit spoiler, mais c'est le seul truc que je vais vous spoiler des OAV, voilà, parce que elles sont tellement courtes, mais sinon je ne peux parler de rien si je fais pas un ou deux spoilers comme ça. Donc Zante, c'est le patron de Lynn et le chef d'équipe des ferrailleurs, apparemment mandaté par l'armée pour aller chercher des armors. Donc en fait Lynn est de son équipe. Et ils ont une relation plus ou moins père-fils quand même. Alors je me souviens plus si dans l'OAV il dit si Lynn est orphelin ou pas. En fait ce qui se passe c'est que j'ai vu les OAV il y a le mois dernier.
Malheureusement, je me suis dit, vas-y, je prends pas de notes maintenant, ça sert à rien, je reverrai. Et j'aurais dû prendre des notes. Parce que du coup, avec le montage des versions condenses de mes émissions, bah, j'ai pas avancé sur réavancé sur le dossier qu'un petit peu tard. Et là, alors j'ai quand même regardé l'épisode 1 et tout, mais ça, comme je vous dis, l'intrigue étant distillée plus ou moins sur toute l'OAV, ça m'a rendu la tâche un peu moins facile. Donc, malheureusement, Zante, il va connaître un sort tragique. Et tout ça, ça va peser sur le choix de Lynn d'incorporer l'armée pour aider sa famille. Alors, pas la famille de Lynn, mais la famille de Zante, qui est menacée en fait de saisie par la banque. Parce que Zante, il a aussi un repair shop, voilà, il est ferrailleur, réparateur, ainsi de suite. Et donc, Zante, il a un repair shop. Et la banque, quand lui est décédé, il a un gros crédit. La banque dit, voilà, vous payez ou on vous saisit. Et Lynn qui va un petit peu s'énerver à la shonen, surtout que Zante, c'était un petit peu sa figure paternelle. Enfin, il semble avoir été un peu sa figure paternelle. D'accord, il mettra une patate au banquier et ça, tout le monde va s'énerver. Et au final, le lieutenant Manning va dire, tu sais, l'armée. Alors, parce que, en fait, le lieutenant Manning va donner à Lynn un petit peu d'argent parce que Zante est mort entre guillemets pour la patrie, mais pas beaucoup. Parce qu'en fait, il n'a pas été tué par des gens de Zafran. Il a été tué par des gens qui ont plus ou moins un rapport avec la série télé d'Orgus et dont je peux pas trop vous parler, pour pas trop spoiler. Donc, Lynn va quand même se plaindre au lieutenant Manning en disant quoi, alors c'est tout ce qu'il vaut, Zante, il a donné sa vie pour la patrie. Ah oui, mais c'est pas l'ennemi qui l'a tué. Il était là où en fait, on était là où on n'aurait pas dû être. Donc l'armée donne moins quand c'est pas tué par l'ennemi. Voilà. Donc du coup, par contre, il va dire, tu sais, jeune Lynn, il y a peut-être une guerre qui se prépare avec Zafran. Et tu sais, dans l'armée, il y a du fric. Donc si tu veux, viens et tu vas palper. Et comme Lynn ne veut pas laisser la famille de Zante dans la merde, il finit en fait par accepter le deal du lieutenant Manning. Voilà comment tout ça se passe. Je vous ai spoilé un peu du coup, mais bon, ça va, c'est les premiers épisodes. Pas très grave. Ensuite, personnage suivant. Alors, personnage suivant, c'est Toria. Alors, Toria, c'est la fille de Zante. Alors, elle semble très attachée, voire un petit peu amourachée de Lynn. Et en fait, elle va chercher à l'empêcher de s'engager dans l'armée. J'ai l'impression qu'ils ont plutôt une relation grand frère-petite sœur. Et du coup, qu'en plus, son père est mort. Le dernier truc qu'elle veut, c'est voir Lynn mourir pendant la guerre ou truc comme ça. Donc, elle va tenter de l'empêcher de s'engager. Et elle fera aussi d'autres trucs durant l'OAV. Et on sent quand même qu'elle tient énormément à Lynn. Et bon, certains diraient qu'elle se conduit comme une petite peste, mais faut la comprendre, quoi. Et alors, il lui reste quand même sa mère, hein. Toute sa famille n'est pas décédée, il lui reste quand même sa mère, mais elle veut pas que Lynn meure à la guerre. Et elle tentera de l'empêcher de rejoindre l'armée, même si c'est pour aider sa famille. Elle proposera à sa mère d'arrêter les études pour aller travailler. Sa mère dira non, il n'en est pas question, on va se débrouiller, on vendra, on truc. Elle va penser à tous les cas de figure. La mère, donc la femme de Zante, essaiera même de payer Lynn pour le travail qu'il a effectué juste avant le décès de Zante. Et Lynn, bien sûr, va refuser en disant non, il n'en est pas question. Et voilà, il va s'engager pour aider. Donc, Toria et sa mère à garder le repair shop et à ne pas se faire saisir par la banque tout ce qu'ils ont. Voilà. Ensuite, le personnage suivant qui sont des personnages suivants. Alors c'est marrant parce que je les ai pas mis dans l'ordre. La cour royale de Revilla. J'ai oublié d'inverser le bloc. Donc la cour royale de Revilla, c'est donc le pays auquel appartient Lynn et Toria, Zante et le lieutenant Manning.
Alors, il est dirigé par le roi Mendes, qu'on peut apercevoir un petit peu dans le fond, là. Et le roi Mendes, il semble très malade. Alors, qu'est-ce qui arrive à la cour royale de Revilla? Non seulement ils sont en stress d'une invasion Zafran, mais en plus, il s'y joue des jeux de pouvoir entre la reine Miran, alors qu'on peut apercevoir aussi à gauche, là au fond à gauche. Mais vous la verrez un petit peu plus en gros plan quand je remettrai les images d'Orgus. Pardon, de l'animé. Donc la reine Miran qui intrigue pour faire hériter son enfant à la place de l'aîné qu'on dit attardé. Alors oui, l'aîné, il a la bave aux lèvres, machin. Mais bon, sting. Et aussi, vous avez l'ambition dévorante du ministre Vatanguer Kerachi, qui lui veut absolument... Alors c'est la personne que vous voyez à la droite de l'image, Kerachi, qui lui semble vraiment vouloir à tout prix ce conflit contre Zafran. Alors, il s'imagine probablement que c'est pour dans sa tête que c'est préventif, mais en fait, en tout cas, il fait croire aux gens qu'il veut ça de manière le conflit de manière préventive pour pouvoir avoir la main et pas le subir en fait quand Zafran va se pointer. Et par contre, il est en rivalité avec la personne que vous voyez sur la gauche de l'image, qui est plus calme et pragmatique, qui est le ministre Akamasu. Donc voilà pour la cour royale de Revilla. C'est pas joli. Alors, je vous parle pas trop de la cour de Zafran parce que elle est plus distillée après. Et puis il y a surtout un perso important qui, en fait, du côté de la cour de Zafran, ça cherche surtout à trouver des grosses armors. Et voilà, c'est aussi un petit peu Valentanguer, puis c'est aussi un petit peu manipulateur. Voilà, je vous en révèle pas plus. Du côté de la cour royale de Zafran. Mais en tout cas, Revilla, c'est pas tellement Jojo, voilà. Ou alors Jojo, pas Jojo l'animé, hein, Jojo, genre c'est pas Jojo. Alors ensuite, dernier personnage. Ah bah non, il y a les Seekers d'abord, que j'avais inversé. Alors les Seekers, c'est des sortes de prêtres que des drogues dotent de pouvoirs extrasensoriels. Donc c'est des ESP, comme ils appellent ça dans les animés. Ils ont des extrasensorial powers. Donc des ESP. Mais alors, en fait, c'est pas naturel. Apparemment, c'est un sort de liquide. Ils le boivent et ça leur file des pouvoirs. En fait, ils semblent indispensables au contrôle de certaines armors. Notamment des armors assez mastoc, qui ont besoin apparemment d'un certain contrôle mental, alors que d'autres armors sont simplement des mechas régulières qui se pilotent avec des manettes clic-cloc. Voilà. Et donc, en fait, leur force psychique ne semble pas assez forte pour piloter des armors au-dessus d'une certaine taille. Et en fait, ils laissent souvent la vie en essayant de contrôler les armors en question. Et en fait, tout ça, c'est lié au fait qu'éventuellement, du côté de Zafran aussi, ils cherchent plus ou moins Nataruma. C'est pour ça que je vous dis qu'éventuellement, elle est la clé de quelque chose, Nataruma. Parce que du côté de Zafran, on en entend parler aussi. Et du côté de Zafran, on suppose probablement qu'elle est bien plus adaptée que les Seekers pour piloter un certain nombre d'armors que les Seekers ne peuvent pas assumer de piloter. Voilà. Donc, voilà pour les Seekers. Personnage d'après. Dernier personnage dont je vous parle, c'est le vieux mystère. C'est Papy Mystère. Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, il apparaît bien plus tard dans les OAV, même si vous l'avez vu dans l'opening, si vous avez fait attention. Il apparaît bien plus tard dans les OAV. Il est encore plus directement lié à Orgus TV que Nataruma. C'est pour ça que si je vous révèle sa véritable identité, et si en plus vous avez déjà vu Orgus, comme toi, Yota, ou t'as regardé la série télé, je fais capoter en fait tout l'intérêt de regarder l'OAV. Donc ça reviendrait à devoir vous expliquer tout le dénouement et de la série télé et quasiment aussi des OAV.
Alors d'ailleurs, certains événements du tout début, dont la mort de Zante, sont un petit peu liés à lui, mais j'en dis pas plus, chut. Alors, vous verrez pendant les OAV, vous aurez des rappels de contexte de la série télé d'Orgus. Hein. Ils vont pas vous laisser dans le dark et ne rien vous expliquer. Ils vont vous expliquer quand même quand il y aura un contexte où il va falloir un flashback de la série télé. Mais ça va venir surtout quand vous allez avancer dans les OAV, pas du tout au début. Même si au début, vous vous doutez de petits trucs, voilà. Donc, c'était comme ça pour les personnages. On va tout de suite passer au staff dès que je vais prendre un petit peu d'eau. Glou, 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 glou. Voilà. On va donc passer au staff qui est derrière Orgus 02. Alors, on va commencer par le réalisateur. Alors, le réalisateur, il s'appelle Fumihiko Takayama. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas réalisé par Noboru Ishiguro, qui avait fait la série télé, et qui est aussi le réalisateur de trucs genre Macross, Megazone 23, ainsi de suite, et les héros de la galaxie. Là, on a affaire donc à Fumihiko Takayama. Alors, Fumihiko Takayama, il a réalisé, entre autres, Gundam 0080. Il a réalisé le troisième film de Pat Labor. Alors voilà, Gundam 0083, vous pouvez en voir un peu là. Il a réalisé le troisième film de Pat Labor qui s'appelait Wasted 13 Pat Labor. Alors qui est un peu décrié, et je peux comprendre, parce qu'à côté des deux réalisés par Mamoru Oshii, ben celui-là, il est un petit peu décevant. D'ailleurs, je sais plus s'il a co-réalisé, s'il est juste seconde unit, j'ai pas noté le truc. En tout cas, il a bossé sur Wasted 13 Pat Labor, qui est plutôt décrié comme film. Et c'est vrai qu'il est moins bien que les deux autres, honnêtement. Ensuite, il a été directeur technique, donc réalisateur d'épisodes sur la série télé de Macross. Donc je pense que ça fait de lui quelqu'un qui est à peu près légitime pour réaliser un truc dans l'univers de Orgus. En tout cas, moi, c'est ce que j'en pense. Alors, pour Orgus 02, c'est pas adapté d'un manga, donc vous avez des gens au design work. Alors, au design work des personnages, vous avez Haruhiko Mikimoto. Haruhiko Mikimoto, donc, c'est le caractère designer de la série télé d'Orgus. Il a bossé, bien entendu, sur Macross, c'est son truc le plus connu. Et il a bossé également sur Macross comme caractère designer directement. Et il a bossé comme character work également sur Gunbuster. Alors c'est comme je dis, le character design de Gunbuster, c'est pas Haruhiko Mikimoto, c'est Yoshiyuki Sadamoto qui passe derrière les design work d'Haruhiko Mikimoto. Ne vous inquiétez pas, un jour je ferai une vidéo récapitulative de ce que j'ai expliqué dans le Morning Attack sur comment marche un studio d'animation japonaise et qui fait quoi et comment c'est structuré. Je veux dire, dans un cas général, bien entendu, pas forcément. Alors bien sûr, vous aurez des cas particuliers partout et des trucs qui vont se mélanger, etc. Mais je vous expliquerai le cas général d'un studio japonais, histoire que vous puissiez comprendre un petit peu quand je parle de staff, de qui je parle et de comment je parle, sans que j'aille tout le temps à énumérer tous les postes. Voilà. Ensuite, au design work, mais au mecha ce coup-ci, vous avez Yasuhiro Moriki. Alors, je vous en ai parlé dans le Wikirao Extended numéro 7, celui d'avant. Donc, Yasuhiro Moriki, il a fait... Voilà, je postillonne, quelle horreur. Donc, il a travaillé sur le deuxième film de Silent Mobius. Il a travaillé sur une OAV ou un film, d'ailleurs, je me rappelle plus, très sympa, qui s'appelle Lily Cat, qui est une sorte de alien, en fait, en version japanime, que j'ai vu il y a très longtemps, dont je me souviens qu'en partie, et je voudrais bien revoir, à vrai dire, pour me refaire une idée. Ensuite, Yasuhiro Moriki, il a bossé sur XR3, alors pas XR1, mais XR3, c'est confirmé, et elles sont très bien, ces mechas d'XR3, j'aime bien. Il a bossé sur D1 Devastator, ça c'est un truc que je voudrais bien voir aussi. Et pareil, XR3, c'est dans les pipes pour regarder, parce que je vous ferai peut-être un Wikirao sur la XR saga. Et malheureusement, XR1 étant un truc un petit peu trop hentai,
Je pense que je risque plutôt de vous parler de vous développer XR3 plutôt que le One. Voilà. Donc, il a travaillé aussi Yasuhiro Moriki sur Hades Project Zeoheimer. Là aussi, c'est dans les cartons. Il faut que je revoie l'OAV pour essayer éventuellement de vous en faire un Wikirao. Parce que je mentionne cette OAV. Donc là, vous avez XR3, voilà, avec les... Ah non, trop tard, c'est passé. Mince, je regardais pas le bon écran. Pardon. Et Zeoheimer, ça risque d'être dans les tuyaux de Wikirao Extended dans un prochain, voilà. Parce que je le mentionne souvent, donc autant vous en parler à un moment donné. Alors maintenant, vous avez le character designer et directeur de l'animation à proprement parler, qui est Toshihiro Kawamoto. Alors Toshihiro Kawamoto, c'est un Gundam 0083 Hero, puisque c'est le character designer et le directeur d'animation des persos de cette OAV. Si vous avez vu mon top animé dans les OAV, vous savez que j'ai positionné Gundam 0083 comme la meilleure OAV ever. Donc vous imaginez que le staff de cet animé, pour moi, ce sont des héros. Alors c'est un nouveau truc hein, aussi du staff, je vous expliquais ça sur la dernière fois. C'est que quand j'estime qu'un animateur ou quoi a participé à un animé qui mérite d'être mis au panthéon de la Japanime pour moi, ben je le mentionne spécifiquement. Donc là, oui, Toshihiro Kawamoto, Gundam 0083. Qu'est-ce qu'il a fait à part ça? Voilà, vous envoyez là des persos de Toshihiro Kawamoto pour Gundam 0083, mais je veux dire, pour moi, ça m'a tellement influencé qu'à un moment donné, quand je dessinais, j'ai commencé à penser mes personnages comme lui le ferait. Voilà. Donc, c'est vous dire si le gars m'a influencé. Ensuite, il a fait quoi? Il a fait quoi Toshihiro Kawamoto? Donc, il a fait le character design de Golden Boy. Et après, il a fait le character design de Cowboy Bebop. Et puis, à partir de Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe et les autres ont créé le studio Bones. Et grosso modo, le character design des animés du studio Bones, est beaucoup fait par Toshihiro Kawamoto. Tous les premiers animés, quasiment, c'est que lui. Et donc, vous pouvez compter Raxephone, vous pouvez compter Wolfsrain, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est quand même du lourd Toshihiro Kawamoto. Après, allez savoir pourquoi Haruhiko Mikimoto a pas voulu assumer le character design et le character work en même temps. Pourquoi il l'a laissé à lui, mais enfin, il a fait du bon boulot hein, sur Orgus 02, il n'y a pas à dire. Voilà. Ensuite, le mecha design à proprement parler, c'est Kunihiro Abe. Alors, Kunihiro Abe, je sais pas, je l'ai pas vu sur trop de trucs. Donc, je vais vous en parler rapidement. Il a bossé sur l'OAV 8 Man After, qui est adapté de la vieille série animée 8 Man. Voilà, qui était chouettos. Mais enfin, ces mechas dans 8 Man, je m'en souviens pas. Je me souviens surtout du character design de Kenichi Onuki sur 8 Man. Plutôt que des mechas, je m'en souviens pas trop. Il a fait les mechas de Galaxy Frontline Yuna. Donc je vous en parlais aussi dans le Wikirao dernier, puisque le projet de Galaxy Frontline Yuna étant du mecha designer Mika Akitaka. Apparemment, il a laissé plutôt Kunihiro Abe faire les mechas et lui s'est occupé de faire des persos. C'est des filles en armure stylées. Voilà, ça ressemble à ça, Yuna. En tout cas, les mechas de Yuna ressemblent à ça. Et bon, je vous en ai parlé la dernière fois et il avait pas fait de mecha design de ces OAV de Galaxy Frontline Yuna, Mika Akitaka. Apparemment, il a laissé ça à Kunihiro Abe. À mon avis, il a dû faire le design work, quoi qu'il en soit. Donc, les animateurs notables sur Orgus 02, vous en avez quelques-uns. Alors, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc il n'y en a pas non plus 100 millions. Vous avez d'abord Satoru Utsunomiya, donc lui, c'est un Akira Hero, voilà. Je sais plus quelle séquence il a fait, Satoru Utsunomiya, dans Akira. Pourtant, c'est décrit dans le hardbook sur l'animé, le Akira Animation Archive, et j'ai pas pris note. Mais sinon, à part ça, il a fait de la direction de l'animation. Il a fait un peu de character design, mais voilà, c'est des trucs un peu trop obscurs.
Il a fait un peu de direction de l'animation, notamment sur Pardon, excusez-moi, j'ai un reflux. Il a fait un peu de direction de l'animation sur des choses comme Eureka 7, No Hein ou Paranoia Agent. Alors je crois que j'ai vu aucun des trois, mais je pense que c'est trois trucs qui sont potentiellement les trucs les plus connus de ce qu'il a fait. Hein. Par contre, voilà, c'est un animateur béton. Chaque fois qu'il est sur un projet, ils le mettent pas en général sur des petits trucs, voilà. Donc ensuite, l'animateur suivant dont je vais vous parler par rapport au staff de Orgue02, c'est le grand Satoshi Urushihara. Alors, faut que vous sachiez que Satoshi Urushihara, lui aussi, c'est un Akira Hero. Voilà. Même s'il n'est pas connu pour Akira, il n'y a pas spécialement beaucoup de gens qui savent qu'il a travaillé sur Akira. Mais Satoshi Urushihara, il va plutôt Satoshi Urushihara, il est plutôt connu pour des trucs comme Legend of Lemnir, qui est quand même une des premières OAV sorties en VO sous-titré en France, par l'ancêtre de Kazé ou de d'Ibex qui s'appelait Anime Virtua. Voilà. Donc, il a travaillé aussi sur un autre de ses animés qui s'appelle Plastic Little. Voilà. Et sinon, il est connu aussi pour Bubblegum Crisis épisode 7, qui était Double Vision, où il a redesigné. Donc, non seulement il a fait le design du perso de Vision, mais il a aussi retapé, réamélioré, plus ou moins. Alors, surtout sa Lina. Sa Lina est vraiment chaud. Le redesign de Lina qu'il a fait, Satoshi Urushihara, est vraiment chouette. Je la préfère. Lina, c'est un perso que je préfère dans Double Vision plutôt que dans les autres OAV de Bubblegum Crisis. Voilà. Et donc c'est Satoshi Urushihara qui est derrière le redesign et donc du design de Vision dans Bubblegum Crisis Double Vision, qui est l'épisode 7. Alors c'est pareil, hein, Bubblegum Crisis, ça va dépendre comment je finis le dossier. Il est possible qu'il soit à la rentrée, soit qu'il soit en... Comment ça s'appelle pour mars. Parce que le mois de mars, ce sera mon anniversaire. L'émission risque de tomber peut-être pas loin. Donc je sais pas si je me le garde pour le mois de mars ou si je le fais à la rentrée. Ensuite, dernier animateur. Ben tiens, d'ailleurs, on voit un truc qu'il a fait tout de suite. C'est l'animateur en question. C'est Yo Yoshinari. Alors, c'est le character designer de Cyberpunk Edge Runner, comme vous avez pu voir. Alors, c'est du lourd, hein, Cyberpunk Edge Runner, parce que c'est... Si tu veux, on m'a vendu beaucoup d'animés. Si vous voulez, on m'a vendu beaucoup d'animés qui étaient supposés être des Akira Killer. Et en fait, je ne trouve pas. Mais par contre, Cyberpunk Edge Runner, je me suis dit, ah ouais, quand même. Voilà, faut que vous sachiez ça. C'est pour ça que j'ai énormément de respect pour alors, c'est pas une OAV, c'est une ONA, une Original Netflix Animation, si je ne m'abuse. Donc, c'est dispo sur Netflix, hein, si vous avez jamais vu. Et vraiment, malgré le fait que vous savez bien que j'aime pas trop la 3D dans les animés et que là, les mechas sont en 3D, donc je pourrais faire mon bougon, mais l'animation du reste rattrape tellement ça et vraiment va flirter avec ce qu'on connaît de mieux dans la Japanime que ben du coup je pardonne et du coup Yo Yoshinari, ben je le cite parce que rien que sur Cyberpunk Edge Runner, il a tout mon respect. Il a aussi bossé sur Little Witch Academia que je n'ai pas vu. Et il a fait aussi le mecha design de Gurren Lagann que je n'ai pas vu. Mais peut-être que je devrais m'intéresser un petit peu à ce qu'il fait. Parce que vraiment, il m'a beaucoup impressionné sur Cyberpunk Edge Runner. Hein. C'était vraiment chaud. Chaud. Voilà pour les animateurs. Le directeur artistique de Orgue02, c'est Shishiro Kobayashi. Alors lui aussi, Shishiro Kobayashi est un héros de la Japanime. Il a travaillé sur un truc tellement lourd qui s'appelle Tenchi no Tamago / Angel Eggs / l'œuf de l'ange. Alors là, si vous n'avez pas vu ce truc-là, foncez vous le procurer en HD si possible. Ne nous prenez pas des versions DVD dégueulasses où on voit rien, où il n'y a pas de couleur et où la résolution des 500 milliards de mèches de cheveux du personnage principal fait un espèce de pâté. Voilà, matez-nous ça en HD de bonne qualité sur une bonne télé. Vous regretterez pas le visionnage de Tenchi no Tamago. Surtout qu'il n'y a pas de scénario. Donc, alors vous allez dire, ouais, bah c'est pourri, il n'y a pas de scénario. Oui, mais non. Voilà, ça
ça se regarde un petit peu comme vous regarderiez une démo de la démo scène sur Amiga. C'est là pour montrer un peu le potentiel de l'équipe d'animation derrière. Et donc c'est Mamoru Oshii qui a réalisé Tenchi no Tamago et qui c'était au character design, et je vais oublier Yoshitaka Amano, ah là là j'ai failli oublier son nom, qui est au character design, et ils ont tout fracassé avec ce truc. Je veux dire, si Tenchi no Tamago avait eu un vrai scénario, potentiellement ça pouvait arriver à égalité avec Akira, ou vous voyez ce que je veux dire, quoi, sans déconner, ils ont fait du grand travail. Maintenant, Shishiro Kobayashi, à part Tenchi no Tamago, alors il a bossé sur High School Kimengumi, donc le collège Foufoufou, ça c'est rigolo. Il est aussi directeur artistique de Golgo 13 de Movie, qui est sorti il y a pas très longtemps. Alors Yota, tu vas me dire, c'est chez Oldie Anime, ou je sais plus si c'est Oldie Anime qui a sorti ça, ou Daibex, mais je sais qu'il y avait une projection spéciale pour le film de Golgo 13, que je voudrais bien revoir. D'ailleurs, c'est du Desaki Sugino, qui a l'air vraiment pas mal. Ensuite, il a bossé les décors d'un autre film vraiment sympa, qui est Urusei Yatsura, Beautiful Dreamer, qui est vraiment, finalement, le seul truc que j'aime vraiment sur l'AMU. Le reste de la série de télé, bon, il y a des OAV marrantes aussi d'Urusei Yatsura, mais vraiment, si je devais sauver qu'un seul truc d'Urusei Yatsura, ce serait Beautiful Dreamer. C'est ce truc qui me fait un peu aimer la licence. Sinon, c'est vrai que je l'ai jamais calculé. J'ai moyennement aimé la série de télé qui passait au Club d'eau à l'époque. Ça m'a pas donné envie de la revoir en VO. Mais par contre, Beautiful Dreamer est très sympa. C'est vraiment très très chouette. Les décors sont pas mal, donc le gars assure. Shishiro Kobayashi, c'est aussi le directeur artistique de Kimagure Orange Road, les mecs. Donc big up, hein, Kimagure Orange Road. Vous savez que je l'ai classé en numéro 4 en série télé animée of all time. Donc ça rigole pas. Il a aussi été directeur artistique de Venus Wars. Et enfin, il a été directeur artistique de l'animé de Berserk. Donc vous voyez, le gars a pas bossé sur des petites prods quand même. C'est du lourd. Alors, ensuite, les musiques. Là, alors, on en parlait là avec Yota sur le chat. C'est dissonant, c'est bizarre. Alors, le gars qui les a fait, c'est un musicien allemand qui s'appelle Thorsten Rasch. Alors, il n'a pas forcément beaucoup participé à l'animation japonaise dans son ensemble. Le seul truc qu'on lui doit, c'est Aizu. Vous savez, I apostrophe S, là. Donc, qui était un manga de Masakazu Katsura, le gars qui a fait Video Girl Eye. Donc, il avait un manga qui s'appelait Aizu, comme ça. Je sais pas comment exactement je me rappelle plus exactement comment faut le prononcer. Et donc, Thorsten Rasch était le musicien de cette OAV. Sinon, à part ça et Orgus 02, on lui doit pas grand-chose. Voilà pour Thorsten Rasch, c'est passé rapidement. Alors, l'animation production, elle est faite par JC Staff. Donc JC Staff, on en a parlé dans le spécial Yotoden, forcément, parce que c'était eux le studio. Donc ils ont bossé sur Yotoden, sur Legend of Arslan, sur Karekano en collaboration avec Gainax. Ils ont bossé sur Excel Saga, que vous voyez en image là, alors pas maintenant, mais que j'ai mis en image. Ils ont bossé sur Orphan. Ils ont bossé sur Utena, la fille révolutionnaire, en français dans le texte. Et enfin, Yota, je sais que t'aimes bien cette série, ils ont bossé sur Azumanga Daioh. Voilà pour JC Staff, et voilà pour le chat. Voilà pour JC Staff, et voilà pour le staff. Ah voilà Excel Saga, si vous voulez voir. Donc maintenant, alors je vais pas vous passer de ending parce qu'il y a que des textes et qu'ils sont pas non plus spécifiquement super. Ce que je vais vous passer, c'est le deuxième opening. Donc je compte sur toi, Yota, pour me dire si tu le trouves plus ou moins dissonant que le premier, si tu as réussi à garder le premier en tête. Alors c'est parti pour le deuxième opening de Orgus 02. Alors, je spécifie que cet opening, ils l'ont fait que pour le dernier épisode. Je sais pas pourquoi. C'est parti. Et voilà pour le deuxième opening de Orgus 02. Bah Yota, si t'es encore sur le chat, dis-moi ce que t'en as pensé et si t'as trouvé ça
plus sympa ou pas que le premier opening. Alors, je tiens à préciser que pour le replay YouTube, il est possible, il y a 2 cas qui sont possibles. Soit vous n'allez pas pouvoir voir du tout les openings, parce que YouTube va peut-être me demander de les virer. Soit vous aurez peut-être pas la chanson. Alors, désolé pour la gêne occasionnée. Bah, fallait venir sur le live. Voilà. C'est comme ça. Alors maintenant, on va envoyer des anecdotes autour de Orgus02. Alors ça va pas être très long, hein, les anecdotes, parce qu'il y en a pas tant que ça. Donc en fait, les OAV, elles peuvent être vues indépendamment de la série télé, en vérité. Mais quand même, moi, ça me semble indispensable d'aller regarder la série télé avant. Parce que, en fait, même si les événements essentiels à la compréhension des OAV, ils seront résumés avec des scènes refaites dans des flashbacks, donc ce sera redessiné pour Orgus02. Voilà, vous risquez quand même de manquer des tenants et des aboutissants quand même assez importants. C'est-à-dire que les flashbacks sont quand même un peu succincts et minimalistes. Et donc je pense que si vous voulez un peu plus vous attacher à ce qui se passe dans les OAV, il vaut mieux voir la série télé Orgus avant de voir ces OAV. Alors, mais si vous regardez que les OAV, ça se regarde, voilà. Alors si... Ah, salut Golku! Comment vas-tu? Ben ouais, t'arrives un peu à la fin de l'émission, mais c'est pas grave, il reste encore un peu de temps. Bienvenue à toi et merci de venir. Donc sur Kik. Super. Donc, comme je disais, je vais résumer un peu pour Golku. Donc on parle des OAV de Orgus02 qui font suite à la série télé Orgus, dont j'ai parlé dans une de mes émissions que tu peux voir en replay sur ma chaîne YouTube, mais que je vais remonter en version condensée pour que ce soit un peu plus digeste à voir. Donc voilà. Ouais, tu regarderas pour ce replay, il sera aussi sur ma chaîne YouTube, puis plus tard, il sera en condensé. Donc, ce qui se passe, c'est que ces OAV ils peuvent être vus de manière indépendante si tu te les procures. Mais comme je disais, ça reste quand même un peu mieux si tu regardes la série télé d'abord, qui est dispo sur Crunchyroll, si tu veux aller la voir, la série télé d'Orgus. Qui est une série télé qui ressemble pas mal à Macross, dans le sens où c'est une sorte de Macross, mais revisité sur un autre point de vue qui n'a rien à voir avec Macross. Voilà. Mais quand même. Et donc, vous manquerez des tenants et des aboutissants si vous n'avez pas vu la série télé avant, même s'il y a des flashbacks qui sont en animation. L'animation a été refaite pour Orgus02. Et ça peut suffire, mais c'est mieux de voir la série télé. Donc si la série pêchait parfois un petit peu visuellement, alors il y avait du budget et c'est quand même TMS et pas Tatsunoko qui avait animé, donc c'était supposé être quand même correct pour l'époque. Mais si tu veux, enfin si vous voulez, Orgus, la série télé, elle pêchait quand même un peu, même par rapport à Macross, qui était un petit peu plus vieille. Bah là c'est impec, hein, comme vous voyez sur les images. Hein, alors même si on pourra cependant constater que certains épisodes sont un peu mieux faits que d'autres, alors il y a une qualité minimale dans les visuels d'Orgus02, mais on sent quand même qu'il y a des épisodes sur lesquels ils ont un peu plus travaillé que d'autres. Voilà, il y a des épisodes un peu plus travaillés que d'autres sur Orgus02. C'est dommage, ils y auraient gagné à essayer de mettre un petit peu le paquet, mais peut-être que il est aussi possible qu'avec le budget qu'ils avaient, ils se sont dit il vaut mieux allouer le budget sur les scènes où on veut impressionner le public plutôt que sur les scènes un peu plus normales. Ouais, une scène normale où en fait ce serait du gaspille. Je pense qu'ils ont eu raison parce que autant peut y avoir des... Alors le premier épisode est très bien, là c'est beaucoup des screenshots du premier épisode. Il est pas réprochable. Je crois que le dernier aussi, ils ont vraiment assuré. Il y a quelques épisodes qui... Tu vois... Alors attends, c'est ce que je me suis marqué, je me le suis noté, donc je vais lire mes notes. Donc ouais, bah c'est ce que je vous disais.
Mais au moins le premier épisode et certaines scènes d'autres épisodes, par exemple les scènes d'animation de mecha de l'épisode 2, en fait ça vaut vraiment le détour d'aller voir toute l'OAV. Et il me semble que vers la fin aussi, sur le dernier épisode, c'est pas mal. Enfin, c'est vraiment... C'est comme ça que j'aime un peu ma Japanime, si vous voyez ce que je veux dire. Et bon, je vous ai parlé du staff tout à l'heure. La paire Haruhiko Mikimoto, Toshihiro Kawamoto marche bien. Et Yasuhiro Moriki, ça marche bien aussi. Qu'ils soient sur cet animé. Et j'aime, voilà. Mais je dois reconnaître qu'il y a certains épisodes qui pêchent un peu par rapport aux autres. Par contre, ils sont tous quand même un peu mieux faits que la série télé. Que même les meilleurs épisodes de la série télé. Alors, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure en vous passant le deuxième opening, pour une raison inconnue, ils ont décidé de changer la chanson du opening pour le tout dernier épisode. Et aussi le ending des 2 derniers épisodes. Donc, ça surprend un petit peu. On se demande un peu pourquoi ils l'ont pas fait au milieu d'OAV, tout simplement. Pourquoi juste au dernier? Surtout que, comme vous avez vu tout à l'heure, alors YouTube, si vous pouvez voir le générique, vous pourrez vérifier par vous-même. C'est exactement les mêmes images. Ils ont juste changé la chanson. Et pourquoi le faire sur le dernier épisode, on ne sait pas. Et c'est un choix un peu étrange. Et aussi, c'est ça, c'est dommage qu'ils n'aient pas carrément changé l'animation du opening en même temps, quoi. Mais si c'est juste pour le dernier épisode, ça leur aurait coûté du budget pour rien. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il fallait éventuellement le faire sur la moitié de l'OAV pour signifier qu'on était en moitié d'OAV et refaire un générique qui était un petit peu plus adapté à ce qui se passait à ce moment-là. Mais je pense que pour moi, c'est un peu du fric foutu en l'air. Ils auraient dû laisser le même opening et le même ending sur les 6 OAV, tant qu'à faire, plutôt que de se galérer à faire les choses comme ça, juste pour la dernière OAV. Pour moi, c'est du budget foutu en l'air, mais enfin, c'est que mon avis. Donc voilà pour Orgus 02. J'avais pas trop grand-chose à dire dessus, sauf essayer d'aller voir aussi mes replays ou les vidéos condensées quand elles seront disponibles sur la série télé d'Orgus, en estimant que cette émission-là, c'est la suite directe de ce dont j'ai parlé. Je pense que ça se regarde plus ou moins les deux l'un à la suite de l'autre, un peu comme pour la série télé et les OAV, et que ça, vous en saurez plus sur l'univers de Orgus, des choses dont j'ai déjà parlé dans cette émission. Alors, comme je vous le disais au début d'émission, j'ai une petite surprise, une petite exclue pour vous qui regardez le stream sur Twitch et Kick, qui ne passera pas sur YouTube, parce que déjà, à l'époque de l'épisode 2, YouTube m'avait demandé de virer la séquence. C'est pour ça que je vais finir l'émission pour YouTube, mais restez s'il vous plaît, parce que j'ai 2-3 trucs à vous passer, et Yota, si t'es encore là, tu vas bien rigoler, et ça va certainement te rappeler des trucs. Mais je vais conclure l'émission pour YouTube. Restez. Alors, donc, mes réseaux sociaux. Ouais, j'ai un petit peu changé l'image. J'espère que ça vous fait plaisir, surtout pour réadapter. Alors, vous pouvez me retrouver ma chaîne YouTube pour voir les replays des streams quasiment dans leur intégralité, mais aussi je suis en train de tout redécouper dans des versions condensed, c'est-à-dire que je redécoupe toutes les parties du stream pour en faire des vidéos un peu mieux adaptées à YouTube, où je vais virer les choses inutiles à la vidéo, je fais un montage, je rajoute des trucs, montage de vidéos YouTube, etc. Donc j'espère que vous apprécierez. Il y a le premier épisode de la version condensée qui correspond à la première partie de l'épisode 1 sur Votoms. La deuxième partie aurait dû arriver sur les personnages de Votoms, mais je me suis retrouvé confronté à un mur. Donc ça arrivera certainement après que j'aille uploader ce replay-là ou avant. Je sais pas, je vais me décider comme ci, comme ça. Ça va dépendre de mon mood. Mais vous inquiétez pas, c'est quasiment monté à 90%. Ça va arriver et normalement la 3e et 4e partie devrait arriver un peu dans la foulée, surtout que ça va plus ou moins être les vacances. Donc en fait je vous prépare éventuellement un Wikirao Extended pour les vacances de Noël, c'est-à-dire que chez Dojindo on va s'arrêter plus ou moins le 15
Sauf que moi, il y a un samedi, je pense, où je vais préparer. Alors, si je prépare cette émission, ce qui risque d'arriver, je risque de faire une sorte de... un petit peu comme le bazar de Yota, sauf que je vais vous diffuser des génériques, mais par rapport à des génériques qui sont faits par des animateurs connus. Donc je vous diffuserai ces génériques, ça sera pas forcément une grande émission, hein. Mais voilà pour les vacances. Et je reviendrai à la rentrée. Alors je reviendrai à la rentrée, ça sera soit... Alors c'est selon les dossiers que je vais faire aboutir, ce sera soit Giant Robots et Animation, soit Bubblegum Crisis, soit autre chose. Mais il y a des chances que ce soit au moins un de ces deux animés. Alors, le planning de Dojindo. Où es-tu, planning de Dojindo? Ici. Retrouvez demain. Alors, Golku, hein, je te parle surtout à toi, puisque Yota, lui, il sait très bien qu'il a un live. Demain, du bazar de Yota, le dimanche, donc demain à 10h. Yota, si t'es encore sur le chat, est-ce que tu peux nous dire le contenu? Je crois que quelqu'un l'a dit hier, le contenu. GG, je crois qu'il a dit le contenu hier dans Au-delà des mystères, mais c'est con, j'ai pas retenu. Donc, si, je sais, ça va être des génériques de séries télé américaines ou quelque chose comme ça, il me semble. Essaie de me confirmer si t'es encore sur le chat. Donc, voilà, pour dire pour les émissions, il y aura rien d'autre dans la semaine qui arrive. Normalement, devrait y avoir un Ogaku en début décembre. Mais on va attendre. Alors, il paraît que je dois plus annoncer les trucs comme ça. Je dois plus pré-shot. Mais là, comme j'ai rien d'autre à vous dire, voilà, je préfère vous dire qu'éventuellement, il y aura Ogaku sur Kick par Doc Sakura. Mais elle n'a pas encore programmé. Donc, c'est encore que potentiel, les amis. Voilà. Donc, j'ai une petite surprise pour vous. C'est que... Alors... Ah oui, d'abord, je vais faire la fin pour YouTube, parce que YouTube ne verra pas ça. Donc, merci YouTube d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à partager ma vidéo si vous avez aimé. Et je vous dis à plus tard et restez vintage.